Voilà, mesdames et messieurs, je vais vous demander de vous asseoir. Nous allons reprendre nos travaux. On me signale que le bus sera côté Palais Royal, c'est cela? Voilà. Donc le bus vous attendra, Palais Royal, à la fin de ce colloque. Et je donne immédiatement la parole à monsieur Jean-Pierre Ansen. Monsieur le bâtonnier, mesdames et messieurs, devant une assemblée d'éminents juristes comme celle-ci, je me sens un peu inévitablement dans la situation du frère Convert, à qui les pères abbés ont demandé de prendre la parole dans la salle du chapitre. Et vous comprendrez donc mon trac, et je suis sûr que vous l'excuserez. Alors, en choisissant le titre de cette intervention, l'entreprise métamorphe, je voulais vous dire et essayer d'établir devant vous ma conviction que si une chose caractérise vraiment l'entreprise, c'est sa capacité à évoluer, à changer, à s'adapter, virgule, s'il y trouve intérêt, et à le faire efficacement. Alors, l'entreprise, oui, c'est, vous le savez aussi bien que moi, c'est l'alpha et l'oméga de l'économie de marché, et notamment l'acteur de toutes les mutations du capitalisme, jusqu'à devenir aujourd'hui, dans le thème qui nous occupe, l'acteur du développement durable qu'a décrit par exemple Madame Kadri ce matin. L'alpha et l'oméga. Et cependant, l'entreprise reste une sorte d'OMI, O-M-M-I, d'objet marchand mal identifié, et que ce soit pour la définir, la légitimer, pour dire comment la gérer, l'entreprise a donné lieu à certaines des controverses les plus célèbres de l'histoire économique, et aussi d'ailleurs à certaines des prédictions qui ont été le plus clairement démenties par les faits. Alors, tout seigneur, tout honneur, un de nos collègues l'évoquait tout à l'heure, Adam Smith, 1776, dans la fameuse enquête sur la richesse des nations, il se demandait comment organiser les sociétés, les entreprises, et il avait notamment exprimé son scepticisme sur le mode d'organisation des sociétés en société par action. Et il disait, je le cite, je vais vous infliger quelques citations, j'espère qu'elles seront soit drôles, soit illustratives. Adam Smith disait, les directeurs de ces sortes de compagnies, les sociétés par action donc, sont les régisseurs de l'argent d'autrui, plutôt que de leur propre argent, et donc on ne peut guère s'attendre à ce qu'ils y apportent cette vigilance que des associés apportent souvent dans le maniement de leurs fonds. Donc pour lui, il concluait, la société anonyme, par exemple, n'avait aucun avenir. Alors c'est assez difficile de se tromper plus franchement, je trouve. Mais il n'est pas le seul. Marx, par exemple, autre figure de l'histoire économique, voyait dans le travail salarié, et je cite encore, une forme transitoire et inférieure destinée à disparaître devant le travail associé, exécuté avec entrain dans la joie et le bon vouloir. Fermez les guillemets. Alors, on sourirait bien sûr à la naïveté de la formule si on ne pensait pas en même temps, et comment ne pas le faire, au crime de masse du socialisme réel, dit réel, en URSS et ailleurs. Mais en fait, si les manières d'expliquer, de justifier, d'organiser, de gérer l'entreprise divise, il semble quand même y avoir unanimité pour constater, et souvent pour déplorer d'ailleurs, que l'économie de marché et son outil principal, l'entreprise, ne séduisent pas. Ne séduisent pas, et en tout cas pas le plus grand monde. Alors je me souviens toujours, je le cite régulièrement, d'une anecdote qui m'est arrivée quand j'étais jeune ingénieur lors d'un de ces pots de départ, vous savez, à la retraite d'un ancien employé ou cadre de l'entreprise. Et alors, quand il fait son exposé, le futur retraité, on sent à un moment donné l'émotion, en parlant de son entreprise, qui perle dans sa voix. Et un de mes collègues, beaucoup plus âgé que moi à l'époque, se retournait vers moi et me disait « Je suis toujours étonné que les gens puissent s'attacher à des sociétés anonymes. » Alors, c'est vrai qu'il y a une sorte donc de, comment dirais-je, de manque d'affect, Alors, peut-être, certainement même à mon sens, l'économie de marché et l'entreprise
contribue-t-elle à la vie bonne? À la vie bonne. C'est quoi la vie bonne, Xavier? Tu te souviens de cette définition? C'est la vie qui mérite d'être pleurée, disait Judith Butler. Et donc, elle y contribue, mais l'entreprise et l'économie de marché n'ont pas cette réputation. Et alors, c'est vrai, vous avez peu observé, comme moi, de grandes manifestations qui partent de la gare du Nord et qui vont jusqu'à la rue de la Loi pour défendre l'économie de marché, pour réclamer le capitalisme, pour exiger plus de marché. Et Joseph Schumpeter, un des plus grands et des plus profonds aussi visionnaires de la pensée économique, il avait sur ce sujet-là des vues très affirmées. Et en 1942, il a écrit un livre qui, pour moi, reste un monument de la pensée économique. Ça s'appelle « Capitalisme, socialisme et démocratie ». Et pour lui, l'économie de marché et le capitalisme, contrairement à d'autres régimes économiques comme le communisme, comme le corporatisme, l'économie de marché et le capitalisme n'ont jamais su créer d'affection. Les deux autres, oui. Pour le meilleur parfois, rarement, pour le pire, le plus souvent. Mais l'économie de marché et le capitalisme, non. Et donc, elles n'ont jamais su rassembler sur leur mérite un consensus d'adhésion collective. Et donc, Schumpeter n'y allait pas par quatre chemins. En 1942, il dit, en fait, le capitalisme ne pourra pas survivre. Il le regrette. Vous savez, un peu comme Tocqueville disait, vous allez avoir la démocratie. Vous allez avoir la démocratie. Je le regrette, moi, Tocqueville. D'ailleurs, vous aussi, vous le regretterez. Parce que vous aviez, dit-il, la domination de quelques-uns. Vous aurez la concurrence de tous. Mais il prévoit quand même que la démocratie va arriver. Et Schumpeter, c'est la même chose. Il dit, il prévoit que le capitalisme et l'économie de marché vont s'effondrer. Et pourquoi? Eh bien, Schumpeter explique surtout ce non-amour, cette non-adhésion, par le fait que la mise en évidence des succès d'hier de l'économie de marché, ils sont nombreux, et de ses promesses de demain, elles sont encore plus nombreuses, eh bien tout ça sera toujours occulté par ces défauts d'aujourd'hui. C'est donc une sorte de thèse impossible à défendre, et il y aura donc des affections. Alors, il n'y a pas que ça. Par exemple, peut-être pour vous faire sourire, ou pour certains pour vous crisper, dans un long paragraphe, qui pourra donc, selon l'humeur, soit faire sourire, comme je disais, soit irriter, le Schumpeter ajoute une autre raison à la fin programmée du capitalisme, c'est l'hostilité durable des intellectuels. Alors je ne résiste pas, comme je disais, à citer un court extrait. Les gens qui ont le pouvoir de l'expression écrite et parlée n'ont généralement aucune responsabilité dans les affaires pratiques. Ceci explique leur attitude critique, qui tient au fait que la principale chance de l'intellectuel de s'affirmer réside dans sa capacité réelle ou potentielle de nuire. Vous connaissiez la citation au professeur, je crois, non? Eh bien, c'est Schumpeter qui le disait. Mais dans le fond, est-ce que Schumpeter avait raison, simplement? On a vu que Adam Smith s'était trompé, on a vu que Marx s'était trompé. Est-ce que Schumpeter, lui, avait raison? Mais je crois que non, il s'est trompé aussi. Et à ce stade de notre histoire, on pourrait considérer deux choses. Un, l'économie de marché et le capitalisme constituent le système organisationnel, certes le plus efficace pour produire et distribuer des biens matériels. Et B, cependant, il n'a jamais été capable de susciter une adhésion par l'affect. Je le répète, il ne séduit pas. Et donc, s'il ne séduit pas, pour survivre et se développer, il doit sans cesse se relégitimer, et son outil emblématique qu'est l'entreprise aussi. Or, c'est précisément ce que l'un et l'autre font de mieux. La plasticité de l'entreprise est presque sans limite. Sa capacité à changer de forme, d'allure, de comportement est vraiment impressionnante. Un peu, selon une histoire bien connue que, si ça se trouve, vous avez raconté à vos enfants, ou dans mon cas, à des petits-enfants, c'est les fameux loups-garous des Shetland. Vous savez que les loups-garous, qui sont des mutants, évidemment, qui sont métamorphes, comme l'entreprise, eh bien, la nuit, ils font des pêches absolument extraordinaires, miraculeuses, dans les étangs et au large des Shetland, à tel point qu'ils risquent d'hypothéquer les bancs de poissons, au détriment des citoyens normaux, qui ne sont pas loups-garous. Mais qu'est-ce qu'ils font le matin, quand ils ont repris forme humaine, les loups-garous?
avec leurs poissons? Eh bien, ils vont distribuer des poissons devant les maisons des plus pauvres des îles Shetland, de manière telle que la totalité, en tout cas, des habitants des îles ne les pourchasse pas. Et mes petits-enfants sont toujours ébahis quand je raconte cette histoire, et ils sont évidemment devenus partisans des loups-garous. Ils ont raison. Comme le fait le capitalisme. Il change de forme quand il pense devoir nous séduire, et ce faisant, il survit, grandit, prospère, à son plus grand bénéfice, mais aussi, c'est ça qui est intéressant, souvent au bénéfice du plus grand nombre et des plus défavorisés souvent, condition d'ailleurs nécessaire à sa pérennité. Souvenez-vous des loups-garous des Shetland. Alors, Isabelle Ferreras, qu'on va entendre dans un instant, a mis en évidence dans un livre célèbre cette faculté de l'entreprise à se comporter en entité politique, et donc à prendre des décisions qui ne se limitent pas à maximiser son profit immédiat, mais qui visent à un but beaucoup plus large, assurer sa légitimité, je l'ai dit, et donc son efficacité durable, au sens primé, c'est-à-dire qui dure. Alors je voudrais vous citer deux exemples d'analyse dans l'histoire économique de ce changement et de ces rebonds. D'une part, la politique salariale d'Henry Ford, 1910, et d'autre part, le corpus de ce qu'on appelle, et de ce qu'on étudie ce matin, la responsabilité sociale des entreprises. Alors, souvenez-vous, fin du 19e, la doxa économique dominante était la suivante. Lorsqu'une entreprise augmente sa productivité, qu'est-ce qu'elle fait du résultat de cette augmentation? Eh bien, c'est simple. Elle diminue les prix pour pouvoir attaquer ses concurrents, ou elle augmente ses dividendes. Voilà, il y a deux possibilités, deux affectations pensables pour les fruits de cette augmentation de productivité. Pas du tout, dit Henry Ford, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut augmenter les salaires de ses employés de l'entreprise. Alors évidemment, toute l'histoire, tout l'historique personnel et managérial d'Henry Ford nous fait comprendre très vite que c'est pas forcément par grandeur d'âme que Henry Ford a décidé ça. Il a décidé ça pourquoi? Vous le savez depuis, pour faire de chaque employé un consommateur, et que pour lui, l'idéal était de faire en sorte que la forteté soit achetée par chacun de ses employés, ce qui était le cas d'ailleurs. Ce qui a été le cas. Donc il a fait, pour des raisons stratégie d'entreprise, une mutation qui est de dire « je vais augmenter les salaires et je vais faire de mes employés des consommateurs ». La recette marche toujours, fût-ce en sens inverse. Par exemple, Danone au Bangladesh, il a fait l'inverse, lui. Il a fait de ses consommateurs des salariés qui vend, qui distribue, qui transporte les yaourts Danone au Bangladesh, les mères de famille qui ont un contrat particulier avec Danone et qui sont donc devenus de facto les employés de Danone après avoir été, tout en étant plutôt leurs consommateurs. Alors, deuxième exemple, actuel s'il en est, la responsabilité sociale des entreprises. Alors, on a déjà cité, je crois ce matin, Milton Friedman, 1970, il dit, dans un article qui est resté célèbre, vous le savez, la responsabilité sociale de l'entreprise, c'est d'augmenter ses profits. Voilà. Basta ou bien Time. Alors, en fait, il aurait dû se rendre compte, surtout en se souvenant de ce qu'avait fait Henry Ford, que c'était sans doute un peu plus complexe. Moi, je voudrais vous proposer une autre citation, beaucoup moins connue, qui date de 2010 et qui est du juge John Stevens à la Cour suprême des États-Unis, à propos d'un sujet qui n'a pas vraiment à voir avec le nôtre, encore que, c'était la limitation, ou non, des dépenses électorales financées par les entreprises. Et John Stevens, dans son opinion minoritaire, parce qu'il a été battu, disait ceci. Alors, la formulation est un peu rêche, j'en conviens, mais elle me paraît assez illustrative. Les sociétés n'ont pas de conscience, pas de croyance, pas de sentiment, pas de pensée, pas de désir, et elles ne sont que des fictions utiles à l'organisation des activités des êtres humains. Bref, en un mot, les plus froids démontrent froid, comme Nietzsche le disait, des États. Or, est-ce que les États peuvent améliorer le sort des gens? Oui. Est-ce que des États peuvent améliorer le sort des plus faibles? Oui, oui.
comme les entreprises, même formulées, décrites par le juge Stevens. Mais, encore faut-il trouver une explication rationnelle à cette responsabilité sociale des entreprises. Quelles seraient finalement les raisons qui pourraient expliquer qu'un être aussi dénué de sentiments qu'une entreprise puisse pratiquer la RSG, la responsabilité sociale? Une première raison, ça pourrait être de dire que si une entreprise pratique ce genre de doctrine de responsabilité sociale, elle va en profiter et ses résultats seront meilleurs. Oui, alors en fait, aujourd'hui, à ma connaissance, quand je dis aujourd'hui, c'est au moment où j'ai écrit ce texte, donc c'est pas tout à fait aujourd'hui, mais presque aujourd'hui, je n'ai pas vu d'études qui établissaient de manière très claire et très définitive que quand une entreprise pratique la RSG, ses résultats financiers sont meilleurs. Pas vu l'inverse non plus. Par contre, ce qu'on voit à peu près, c'est que quand une entreprise n'a pas d'engagement en cette matière, n'a pas d'engagement en responsabilité sociale, eh bien, ça devient de plus en plus pénalisant et probablement même en termes de résultats financiers. Vous savez, ça fait penser à la célèbre citation d'Henry Ford. J'y reviens encore, c'est un personnage assez attachant, non pas pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il a fait. Et Henry Ford disait, c'est vrai qu'il y a 50% des dépenses de publicité qui sont inutiles. Le problème, c'est qu'on ne sait pas quels 50%. Hein, sa citation est bien connue. Eh bien, c'est un peu ça ici aussi. Donc, est-ce qu'il faut faire la responsabilité sociale parce que ça augmente les résultats de l'année prochaine, à la Milton Friedman? Probablement que non, ou pas que. Alors, il y a une deuxième raison qui, pour moi, est essentielle. C'est que toute communauté humaine, même une entreprise, a besoin d'une régulation. Et lorsqu'il n'existe pas de loi pour s'en charger, la régulation se fait autrement. Elle se fait par exemple sur l'honneur. Sur l'honneur. Alors, vous allez dire c'est un concept moyenâgeux. Pas que. Les contraintes d'être observées sur l'honneur ne sont pas minces, elles sont des puissants incitants qui déterminent ce qu'on pourrait appeler l'approbation sociale. Et de nombreuses fractions de la société exercent de facto une pression dans ce sens pour que ces codes de l'honneur, soient autre chose qu'un lustre de bonne éducation. Donc, le mouvement responsabilité sociale appartient en effet à l'un des besoins les plus profonds des communautés humaines, et l'entreprise en est une, celui de se voir régulé, d'une manière ou d'une autre, ne serait-ce d'ailleurs que pour se voir protégé de ses propres excès, de sa propre violence. Dans le registre, et la formule est d'un académicien de cette maison, notre Friedman, si je puis dire, non pas Milton mais Benoît, qui disait, dans le fond, on ne se régule qu'avec un revolver sur la tempe, et donc cette régulation, si le revolver, c'est la pression publique que je viens d'évoquer, s'apparente à une sorte de co-régulation dont la norme vient d'acteurs multiples, les pairs, les opposants, les opinions publiques et les aspects beaucoup plus juridiques que les miens, que ceux que j'évoque ici, l'ont mis en évidence ce matin, notamment l'opinion. Mais le tout quand même dans certaines limites. Prenons par exemple la récente décision prise par Total, on l'évoquait ce matin, puis par Chevron, dans la même ligne d'ailleurs, de quitter la Birmanie, de sortir de Birmanie. Est-ce que ça a été fait par grandeur d'âme ? Peut-être, mais en tout cas, quand je lis ce que dit le président de Total, M. Pouyanné, dont on connaît le langage fleuri, il dit « Pourquoi est-ce que vous avez arrêté, M. le Président ?» Ouvrez les guillemets. « Parce que les emmerdements que ça représente ne se justifient pas pour 1% de notre production. » Ça a le mérite d'être assez clair. Et Chevron a suivi. Mais tout le monde n'a pas suivi, pour d'autres raisons. Par exemple, Accor. Accor est resté, compte tenu, ouvrez les guillemets aussi, des perspectives de tourisme international dans ce pays. H&M est resté aussi. Pourquoi ? Parce que j'avais 600 usines de textiles actives dans le pays. Donc, co-régulation, oui, dans certaines limites. Autorégulation aussi, dans certaines limites. Évidemment, ça laisse rêveur. Mais au fond, pourquoi pas ?
Évidemment, vous allez me dire, on peut observer que si Nike n'avait pas été contesté, n'avait pas été mis sous pression par la jeune et très importante clientèle des universités américaines, cette entreprise n'aurait peut-être jamais intégré dans ses valeurs le refus du travail quasi forcé des enfants pour coudre ses ballons ou ses chaussures. Ben, après tout, là où la hard law est déficiente ou absente, est-ce qu'il ne vaut pas mieux une soft law plutôt que pas de loi du tout? Ce que la sagesse rurale, en tout cas dans ma province, résumait à l'époque en disant « à cheval donné, on ne regarde pas les dents ». Évidemment, il est nécessaire de réfléchir un peu plus en détail sur ce sujet et de dire, au fond, que penser. Premier constat, formidable adaptabilité du capitalisme, qu'il conduit souvent à mettre lui-même en place les réformes qu'il estime nécessaires. Pourquoi ? Pour se pérenniser et se développer. Ce qui, par effet induit, en quelque sorte, profite effectivement à beaucoup, et parfois même aux plus pauvres. Mais c'est une voie qui est un peu intermédiaire entre ce qu'on appelait dans le temps au collège, souvenez-vous de vos dissertations, justice versus charité. Est-ce que c'est suffisant ? Alors, mon sentiment, c'est que probablement que non, et que c'est vrai qu'il vaut mieux de la soft law que pas de law du tout, mais la soft law ne peut se développer efficacement quand même que s'il y a tout de suite ou avec un petit time lag, une hard law qui suit, voire qui suit de très près. Alors, je vous invite à réfléchir à une analogie qui me tient à cœur. Dans le fond, est-ce que ce mouvement de responsabilité sociale des entreprises que nous vivons de manière si vivante, c'est le cas de le dire aujourd'hui, est-ce que c'est une première, est-ce que c'est une originalité ? Pas vraiment. Je crois qu'on a vécu à peu près les mêmes prémices et les mêmes décisions à propos de ce qu'on appelait fin 19e ou dans les années 20 encore, ouvrez les guillemets, la question sociale. Est-ce que Bismarck, Wendel, Krupp, Schneider ont fait les développements de gestion sociale, entre guillemets, qu'ils ont fait uniquement par grandeur d'âme, comme ce serait bien si la réponse était oui, mais la réponse est probablement pas. Et alors, puisque les résultats ont quand même été probants. Donc, soft law oui, mais pas que, et hard law aussi. Hard law, ça c'est le domaine des juristes et des législateurs, n'étant ni l'un ni l'autre. Je vous remercie de votre attention. Mesdames et messieurs, comme toujours, c'est un grand plaisir d'entendre Jean-Pierre. Est-ce que vous m'entendez bien ? Il ne faut pas que je parle trop fort. Je vais enchaîner avec deux points un premier point de controverse soulevé par Jean-Pierre. Je passerai sur les propos controversés de Schumpeter sur le rôle des intellectuels. Mais j'aimerais signaler une controverse en cours, entre nous, mais pas qu'entre nous, sur la définition du capitalisme et la définition du marché. La manière dont Jean-Pierre vient de vous parler opère une forme de synthèse entre les deux, entre capitalisme et marché, en faisant une sorte d'hypothèse que quand on parle de l'un, on parle de l'autre et inversement. Moi, je vais parler d'un autre point de vue, qui est le point de vue dans lequel on a en fait là, si vous voulez, en tout cas techniquement, de la manière dont je vais me saisir de ces notions, une conception possible de la manière dont les échanges marchands sont organisés au travers du marché comme institution d'échange, c'est-à-dire une institution qui offre une énorme liberté à ceux qui proposent des produits, des services pour trouver des consommateurs qui vont acheter ces biens et ces services. Ça, c'est le marché, la figure du marché. Et puis la figure du capitalisme, je l'entends, moi, d'une manière très précise, comme un régime, en fait, de gouvernement qui va accorder les droits politiques de gouverner à ceux qui ont. Il n'y a peut-être pas besoin de deux, je ne sais pas, il y a une sorte d'effet, non ? Oui, je sais, je fais une forte impression à ces micros. Oui.
Mais peut-être, franchement, un me suffit, non? Je pourrais pas tenter... Oui, là c'est bien, c'est mieux? Ok, pardon. Donc, le capitalisme, je dirais, qui lui donc est en fait un régime de gouvernement qui va limiter la jouissance de droits politiques de gouverner à ceux qui injectent de la propriété du capital. Okay? Donc on a deux figures, si vous voulez, c'est deux concepts différents. Et c'est très important pour moi de travailler avec ces deux concepts différents, parce que sinon, on va retomber très vite sur des anciennes solutions politiques extrêmement problématiques. Et ce qui à mon sens, est important aujourd'hui sociétalement d'imaginer, c'est effectivement que le marché pourrait être habité, si vous voulez, par des figures économiques qui ne sont pas forcément capitalistes. D'accord ? Mais donc là, j'anticipe sur mes conclusions, si vous voulez, mais parce que Jean-Pierre me tendait la perche, je voulais quand même vous préciser ça d'emblée, parce que sinon, il y aura sans doute beaucoup de confusion sur ce que je veux dire. Et alors, sur la discussion soft law, hard law, ce qui est très intéressant aussi, c'est de rappeler que nous sommes aujourd'hui dans une situation, je pense, historique qui est tout à fait particulière, qui est une situation de transnationalisation des acteurs économiques. Et qu'en situation de transnationalisation des acteurs économiques, on ne peut pas espérer que les États qui sont dans cet ordre juridique national inscrits dans des frontières physiques soient à niveau, si vous voulez, par rapport à l'action d'entités transnationales qui dépassent complètement le niveau d'action, le niveau de jeu, si vous voulez, des États. Et donc, très important, à mon sens, dans notre réflexion aussi, est le fait que nos États sont aujourd'hui nanifiés, si vous voulez, sont rendus des sortes de nains politiques par rapport à l'ampleur de la puissance des acteurs économiques transnationaux. Et ça, on l'a entendu ce matin, Ilham Kadri l'a dit très clairement, j'ai noté ce qu'elle a dit. Elle a dit « We need regulators to help us raise the bar ». Et donc, c'est très très clair que effectivement, ces acteurs économiques reconnaissent bien l'importance du marché, l'importance de l'État justement pour structurer le marché et les régulations qui vont s'imposer aux entreprises. Mais pour le moment, on fait face à cet énorme problème d'incapacité politique, je dirais, ou de difficulté, en tout cas grave, de capacité politique. Voilà, ça c'est deux points quand même de contexte qui me semblent importants en tout cas de poser, juste pour qu'on soit un tout petit peu sur la même longueur d'onde. Et alors, mon exposé va tenir en 4 points. Premier point, je vais juste poser quelle est, à mon sens, en termes d'analyse, la racine du problème auquel on fait face aujourd'hui. Je n'y suis pas encore venue, donc la racine du problème. Deuxièmement, le nœud analytique qui relève de notre difficulté à saisir l'entreprise, à concevoir ce qu'est l'entreprise. Troisièmement, répondre à ce problème. Et quatrièmement, quelques enjeux pour finir. Donc, premièrement, aller à la racine du problème. Aller à la racine du problème, ça voudrait dire quoi ? Ça veut dire qu'à mon sens, aujourd'hui, ici aussi, l'exposé, je pense, d'Ilham Kadri était très emblématique et très intéressant pour nous, dans le cadre de cette réflexion. On parle du climat, on parle des émissions de CO2. Malheureusement, j'espère que vous êtes bien au courant, mais les scientifiques nous disent que ce n'est pas qu'un problème de climat. On n'a pas qu'un problème d'émissions de CO2. Hein. Le climat, c'est une des 9 limites planétaires pour les meilleurs modèles qu'on a aujourd'hui de modélisation du fonctionnement du système Terre. Il y a donc 9 limites planétaires. Il y a par exemple le système de l'eau. Et le système de l'eau est une des limites planétaires sur lesquelles, mais ça s'est joué l'année 2023, on est maintenant dans la zone rouge. C'est-à-dire qu'on a 6 des 9 limites planétaires, dont effectivement le climat, dont l'eau, qui sont en fait où nous sommes en dehors de ce que nos collègues scientifiques
peuvent, disons, garantir, selon l'état de nos connaissances, que nous sommes dans la zone safe où il y a cette régulation par le système Terre de ses propres besoins pour se renouveler et assurer la pérennité du fonctionnement du système Terre. Donc, 6 des 9 limites planétaires, nous avons franchi la limite. Nous sommes dans la zone d'incertitude totale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est face pas à un petit problème. Et là, j'étais évidemment très heureux d'entendre une leader comme Ilham Kadri nous dire que la maison brûle. Effectivement, la maison brûle, mais la maison, voilà, il n'y a plus de sol, quoi. Donc, quel est le problème? Quelle est la difficulté ici? Moi, je vous proposerais d'appeler ça l'extractivisme. C'est-à-dire, c'est une manière de se relier à l'extérieur, à la planète, à autrui, qui en fait est basée sur l'idée que je peux profiter de ces ressources que je conçois comme des ressources naturelles ou que je conçois comme des ressources humaines. Et cet ensemble de ressources est à disposition de l'humanité pour son propre enjoyment, pour sa propre élévation, sa propre production. Et tout simplement, si vous raisonnez comme ça, ben voilà, nous nous trouvons dans cet état historique aujourd'hui où ce que nous voyons, c'est que les ressources, elles s'épuisent. Et au fond, les ressources humaines, puisque c'est comme ça qu'on en parle dans l'entreprise, on n'en est même pas gêné de parler des ressources humaines, mais les ressources humaines, si vous voulez, ça a un feature incroyable, c'est que collectivement, ça se reproduit. Vous pouvez avoir un mineur qui meurt au fond de la mine, demain, vous réouvrirez la mine après 1 minute de silence. Il n'y aura pas trop de problèmes disruptifs à votre production. Par contre, la planète, visiblement, on commence à se rendre compte que si la planète, on n'assure pas les conditions de sa propre reproduction, la planète, elle s'épuise vraiment. Et là, on n'en a qu'une. Donc, cet extractivisme, il atteint aujourd'hui, en fait, ses limites. Et je ne vais même pas parler mais de combien cet extractivisme est aussi en train de mettre à genoux le système politique et nos démocraties qui sont en train aussi de s'effondrer. Alors, ça n'a pas grand-chose de neuf, en fait. Ce que je vous dis là, c'est qu'en 1973, donc, il y a eu le rapport Meadows qui a été commandité par le Club de Rome de chercheurs du MIT et qui a bien montré que si on continuait avec le scénario business as usual, pour 2030, eux estimaient que pour 2030, ce serait devenu totalement insoutenable. Eh bien, tout le modèle tel qu'il a été théorisé par l'équipe Meadows, eh bien, on est parfaitement sur les courbes et donc on est tout à fait dans le scénario business as usual. Alors, si c'est le problème, si le problème est que nous faisons face en fait à un problème d'extractivisme qui est vraiment ancré dans la manière dont nous relions aux autres, dont nous nous relions à la planète, c'est-à-dire aux vivants en général, les enjeux de biodiversité, la place des rivières, des océans, etc. C'est de tout ça dont on parle. Eh bien, il faut bien voir que c'est passionnant de travailler sur l'entreprise, parce que l'entreprise, à mon sens, c'est l'institution extractiviste par excellence. Je ne vous parle pas de la coopérative de travailleurs du Fonds des Ardennes, je vous parle de la société anonyme et de la société anonyme transnationale particulièrement. Alors, qu'est-ce qui se joue là du côté de l'entreprise? Et c'est pour ça que c'est important d'en avoir une définition aussi qui nous permet de travailler. L'entreprise, je pense effectivement qu'on peut mieux la saisir comme étant une entité politique. Pourquoi? Parce qu'elle combine en fait deux choses toujours, et je parle sous votre contrôle, une structure juridique, la société anonyme typiquement, et un ensemble de contrats de travail, contrats commerciaux, etc., qui vont
rentrer dans cette dynamique de la mobilisation des ressources qui sont structurées au niveau de la société anonyme pour en fait donner corps à l'entreprise. Mais l'entreprise, comme vous savez, telle qu'elle, elle n'est pas constituée en droit. Elle n'est pas une entité juridique. Ce qui est juridiquement, ce qui fait sa structure juridique, c'est le fait qu'elle est constituée au travers d'une société anonyme. Et le juriste français Jean-Philippe Robé parle de structurer l'entreprise autour de sa structure juridique. De fait, au fond, c'est important de voir qu'il y a cette distinction à faire entre société et entreprise. Et là, je rends hommage aux travaux de Jean-Philippe Robé qui sont fondamentaux dans le contexte francophone. Parce que dans la société anonyme, vous allez faire quoi? Vous allez structurer les rapports de ceux qui apportent du capital entre eux, et c'est très important. Mais l'entreprise, c'est bien plus que ça. Et les seuls qui vont peser sur les finalités de l'entreprise, ça va rester ceux qui sont représentés politiquement dans la structure de la société anonyme. Et là, on a un énorme choix de société qui est fait, et en fait, on a un énorme problème. Mais donc, on a aussi des solutions possibles. Quelle est la bonne raison, effectivement, de continuer à allouer les droits politiques de gouverner, d'être vraiment le législatif de l'entreprise, de loger ça dans la société anonyme, de réserver ces droits politiques, de peser sur les finalités de l'entreprise à ceux qui ont apporté du capital. Très important d'apporter du capital, certainement dans le contexte d'une société capitaliste. Mais est-ce que ceux qui travaillent n'apportent pas quelque chose de tout aussi fondamental? Un investissement sans lequel, en fait, l'entreprise, je ne parle pas de la société, mais en fait, on peut même parler de la société, l'entreprise n'existerait pas. Et regardez, par exemple, ce qui s'est joué lorsque Uber est entré en bourse. Uber, dans les documents fournis, avait bien explicité combien il comptait sur cette armée de livreurs, de gens qui allaient prendre leur voiture pour délivrer le service. Et en fait, effectivement, sans cet investissement en travail que représente la possibilité pour tous ces chauffeurs de bien vouloir collaborer dans la perspective de ce projet d'entreprise, mais il n'y a pas une personne qui mettrait un dollar, en l'occurrence, pour acheter des actions de la société Uber. La société Uber n'existe que parce qu'il y a, en fait, évidemment, un postulat qui est fait qu'elle va pouvoir mobiliser un investissement en travail sans lequel la société anonyme n'aurait aucun sens. Mais nous vivons dans ce monde juridique qui permet qu'on ne structure l'entité qu'au départ de la société anonyme. Donc nous avons affaire à quoi? Je vous disais, à mon sens, on saisit mieux, mais donc c'est un concept sociologique, c'est pas du tout un concept juridique, mais l'entreprise, si on doit la saisir dans sa globalité, eh bien c'est une entité politique, qu'un système de pouvoir qui va gouverner deux classes d'investissement. C'est un investissement en capital, qui est lui extrêmement bien structuré par la société anonyme, et puis tout cet investissement en travail, qui lui, au travers du droit du travail, échappe complètement à la possibilité de peser sur les finalités du projet commun, parce qu'au final, c'est un projet commun. Alors aujourd'hui, on fait face à tous les problèmes dont j'ai parlé initialement et dont mes collègues ont parlé avant moi. Et il y a ces enjeux d'injustice distributive qui deviennent de plus en plus massifs. On a les millionnaires maintenant qui réclament d'être taxés. On a effectivement le péril climatique et au fond, tout simplement, la déstabilisation complète des conditions de la vie sur Terre. Donc, est-ce que ça devrait nous surprendre ? Mais là, je pense, et j'aimerais, s'il faut retenir une seule chose de ce que je vais dire, à mon sens, c'est la seule chose qu'il faut retenir, c'est tout à fait logique. Nous sommes dans la situation que nous avons produite. Nous sommes dans la situation qui est celle qui est permise par une structure
extractiviste qui vise au retour sur investissement de ceux qui apportent du capital et uniquement à cela. On l'a bien vu encore dans la manière dont le droit structure les obligations des membres du Conseil et c'est fait pour ça, c'est fait pour produire un retour sur investissement pour ceux qui apportent du capital. Donc, si ce n'est pas ça que nous souhaitons que l'entreprise produise, promeuve, alors il faut se poser les questions de structure. Et d'ailleurs, Ilham Kadri l'avait aussi très bien dit, hein, il avait dit « Show me your governance and I will tell you who you are ». Vous êtes une structure extractiviste, eh bien, voilà, ne nous étonnons pas d'avoir mis le monde dans cet état-là. Donc, réponse au problème. Eh bien, c'est pour ça quand même que le travail des idées est important. C'est que si on arrive à comprendre le problème, normalement, on est mieux équipé pour pouvoir y faire face. En tout cas, c'est ce qu'on dit en médecine. Alors, si c'est comme ça qu'on veut se faire soigner, eh bien, je pense que c'est aussi comme ça qu'on veut procéder pour agir collectivement et sociétalement. Si le problème, c'est un enjeu d'entité politique, qui en fait est sous le despotisme de ceux qui apportent du capital, parce que techniquement, si vous voulez, c'est ça qui se joue dans l'entité politique, qui est structurée au travers d'un monopole du pouvoir à ceux qui apportent du capital, et bien en fait, c'est un très vieux problème. C'est le problème, si vous voulez, démocratique historique. C'est le problème d'avoir lié à la propriété les droits politiques. Et c'est comme ça que tous nos États aujourd'hui démocratiques ont démarré et ont évolué au travers d'un suffrage qui était censitaire, etc. Donc, je ne peux pas faire une longue histoire de la démocratie ici, mais je peux certainement souligner le fait que, donc, si c'est ça le problème, alors nous avons une solution qui est bien là, et qui est même tellement là que si vous regardez l'histoire sociale, l'histoire de la manière dont les mouvements sociaux se sont structurés depuis aussi longtemps que le capitalisme existe, donc depuis 200 ans, ce qu'on voit, c'est cette attente de pouvoir peser au niveau des conditions de travail, des finalités de son travail, au cœur même de l'entreprise. À la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, pour faire vite, établissement des comités d'entreprise. En Belgique, les comités d'entreprise sont là pourquoi ? Pour offrir une voie de représentation, une arène institutionnelle pour que les travailleurs puissent être représentés et en contact direct avec le chef d'entreprise. Qu'est-ce que vous avez là ? À mon sens, vous avez en fait l'intuition, c'est même pas l'intuition, là, c'est vraiment réellement une seconde chambre. C'est une seconde chambre, c'est l'intuition d'un bicamérisme qui, dans l'histoire démocratique, si vous relisez l'histoire démocratique et vous vous demandez comment est-on sorti du despotisme d'une minorité de propriétaires, eh bien, vous voyez que l'institution du bicamérisme est chaque fois ce qui permet d'en sortir. Que ce soit au 5e siècle avant Jésus-Christ à Rome ou dans l'Angleterre moderne. Il est reconnu à la partie constituante qui était tenue en dehors du pouvoir le droit de se positionner à la majorité sur toutes les décisions que sinon seule la première chambre prendrait. Et la première chambre aujourd'hui, c'est très évident, la première chambre c'est le conseil d'administration. C'est la chambre de représentation des propriétaires qui monopolisent les droits politiques de gouverner. D'accord ? L'enjeu n'est pas tellement... ça s'appelle bicamérisme dans la théorie juridique, mais l'enjeu, c'est vraiment cette question de droit collectif de veto de la part de la partie constituante qui n'avait pas le pouvoir de se positionner sur les lois, en fait, de l'entité qui la gouverne. Et là, c'est absolument crucial quand même de dire que parler de partie prenante quand on parle des travailleurs, ça n'a honnêtement aucun sens. Les travailleurs et les travailleuses, et pas seulement ceux qui sont dans un contrat de travail régulier, formel avec l'entreprise, mais ceux qui sont qui peuvent travailler chez les sous-traitants, ceux qui sont des indépendants ou faux indépendants, ceux qui sont dans l'économie de plateforme, toutes ces personnes-là, eh bien, sont en fait font partie de cette partie constituante de l'entreprise. C'est eux qui portent l'investissement au travail, sans lequel la société anonyme n'aurait en fait aucun sens.
Et donc, ce n'est pas une partie prenante comme une autre, c'est une partie constituante. Je termine pour dire que la profondeur... bon, j'avais des exemples, etc., mais la profondeur... donc, j'ai pas parlé de tous mes livres, mais évidemment, je vous invite à les lire, comme ça, vous aurez... la profondeur de notre responsabilité historique est vraiment majeure. Aujourd'hui, nous sommes véritablement à la croisée des chemins, parce que nous faisons aujourd'hui des choix en termes de design d'entreprise qui sont d'une magnitude gigantesque aux yeux de la suite de notre histoire. Et pour moi, tout ce que nous voyons comme forme d'agitation utile, nécessaire, etc., mais que ce soit les critères ESG, que ce soit la discussion sur la responsabilité sociale de l'entreprise, que ce soit les discussions sur le développement durable, pour moi, j'analyse ça comme des tentatives trop faibles, indirectes, de se saisir du problème, de l'inadéquation, de la manière dont nous structurons nos entreprises par rapport à l'étendue de leur réalité et de leur responsabilité. Donc nous sommes à l'heure des vrais choix, et je voudrais terminer en disant que la conséquence de tout ça, c'est pas seulement cette conséquence sur la capacité ou non à rentrer dans les limites planétaires, donc sortir de la rationalité extractiviste en reconnaissant une seconde rationalité, celle qui est portée par ceux qui travaillent, pour rééquilibrer, si vous voulez, les pouvoirs au niveau de l'entreprise et peser sur les finalités. Ça vous fait quoi? Ça vous fait qu'aujourd'hui, vous avez les jeunes qui disent « Nous, on ne veut plus aller travailler pour les majors du pétrole parce qu'on ne veut pas que notre travail, eh bien, il serve à démolir la planète. » On a quantité d'exemples dans le monde du travail. Il y avait encore la raffinerie à Anvers, Total, où le délégué syndical FGTB dit « On veut un plan pour sortir des fossiles. » Le délégué syndical, parce qu'il se rend bien compte, lui, il est dans une lecture rationnelle, lucide de la réalité. Il voit bien qu'il faut sortir des fossiles. Mais que fait le CA de Total? On continue, on danse sur le pont du Titanic jusque quand il y aura 1 euro à extraire de brûler des fossiles. Donc, la rationalité des travailleurs, des travailleuses, eh bien, il faut l'amener à l'interne à pouvoir peser sur les finalités de l'entreprise. Mais cette démocratisation interne, elle est aussi absolument nécessaire. Pourquoi? Pour reconstruire le lien entre État et entreprise, entre puissance publique et entreprise privée. Parce que c'est la seule manière, je pense, sérieuse d'envisager qu'à un moment, on ait une reconstruction de notre capacité politique d'agir au niveau national, mais surtout transnational, au travers de cette relation mutuellement beaucoup plus bénéfique entre des entreprises démocratisées et des États, qui pourraient alors seulement être à la hauteur du défi qui est un défi planétaire aujourd'hui. Mais si nous ne faisons pas ça, eh bien forcément les entreprises vont continuer à être gouvernées par la nécessité du retour sur investissement pour ceux qui apportent du capital, et évidemment continueront activement à miner la possibilité de régulation politique. Donc on l'a entendu ce matin, les entreprises demandent de la régulation politique étatique, mais c'est un sort de théâtre, un jeu de dupes. Et la question, alors là, à leur poser, c'est quel est votre plan pour reconstituer la capacité politique globale? Et à ce moment-là, si on ne le fait pas, eh bien c'est l'expérience démocratique, en fait, dans le champ politique, tout simplement, qui va s'effondrer. Et ce sera une petite fenêtre dans l'histoire, mais c'est certain que la population, voyant des élus politiques qui sont devenus des nains, qui s'agitent comme on en voit beaucoup pour le moment, se tourneront vers des leaders forts pour au moins s'assurer un minimum de sécurité. Tout ça est assez logique, malheureusement, mais en même temps, il y a, je pense, cette perspective sérieuse d'envisager la démocratisation de nos entités économiques. Merci beaucoup.
Voilà, bonjour à toutes et à tous. C'est la fin de la matinée et donc je vais faire le plus bref possible pour que nous ayons des belles clôtures de Xavier Dieu. Alors la présentation du programme du colloque était évidemment magnifique puisqu'il disait que l'entreprise était confrontée aux défis majeurs du XXIe siècle, au premier rang desquels la gestion des flux migratoires, nous n'en parlerons pas ce matin, hélas, la préservation de l'environnement, nous en parlerons beaucoup, le réchauffement climatique encore plus, les droits humains, et les droits humains sont au cœur, non seulement au cœur de ces défis, mais ils en font partie. Ça, c'est vraiment mon point de départ. L'environnement, c'est une question à la fois universelle et existentielle. Mais ce qui est important, c'est que ça requiert au fond une nouvelle approche, pas seulement juridique, pas seulement technocratique, une nouvelle approche, une nouvelle alliance, j'aurais envie de dire, entre les politiques, les citoyens, les scientifiques, les artistes aussi, parce que les artistes, souvent, ils s'emparent des problèmes qui nous assaillent et ils nous permettent de le voir autrement. Et donc, ce qui est important, je trouve, aujourd'hui, c'est de mobiliser toutes les connaissances dans ce domaine, même si, bien sûr, comme le dit Dominique Méda, tous les savoirs sont bousculés par la transition écologique. Alors, dans le prolongement des interventions de Maître Lévy, de la vôtre, le professeur Méneret, si je prononce bien, pardonnez-moi, ben voilà, je vais alors m'en tenir à la justice climatique. Je vais m'en tenir à la justice climatique au regard des droits humains et plus particulièrement des droits de la Convention européenne des droits de l'homme, puisque voilà, j'ai eu l'honneur de les servir. Du changement climatique à la justice climatique, voilà mon thème. Je voulais aborder une seconde question, mais ça nous aura emmené jusque ce soir, donc je la laisse tomber. Je la mettrai dans le texte écrit, Manu, comme ça tu l'auras quand même, qui était évidemment cette question lancinante et qui aurait été la suite de ce que nous avons fait ce matin, entreprises et droits humains, de la responsabilité sociale des entreprises aux obligations du respect des droits humains. Donc voilà, je ne vais pas le faire maintenant parce que ça, tout ce que j'ai entendu ce matin m'obligerait, je dirais, à reprendre des questions plus fondamentales et je vais mettre ça dans le texte écrit. Mais une petite chose pour vous préparer à ce sujet qui est quand même capital. C'est un petit texte, un petit bijou de Xavier Dieu, puisque tu es quand même notre conseiller scientifique ici. Hein. Alors voilà, à l'Académie, il y a eu un petit coffret de livres sur la responsabilité sociale des entreprises. Et dans ce petit coffret, on en tire un petit livre qui s'appelle, le titre, je l'adore, « Du marché bien tempéré ». Jean-Sébastien se retrouve ici, au cœur de nos préoccupations. Lisez-le, comme ça, vous aurez l'esprit averti. Donc moi, je vais m'en tenir simplement aux jalons de la justice climatique au regard des droits humains, et plus particulièrement les droits de la Convention européenne des droits de l'homme. Alors au départ, c'est un constat, c'est une évidence, tout le monde le sait, mais j'aime bien de le répéter, les dégradations environnementales sont à la source et souvent entraînent des violations en cascade. Ce sont des menaces directes, indirectes, qui portent sur tous les droits humains. Le droit à la vie, la santé, la nourriture, l'éducation, la discrimination. La migration environnementale, c'est plus une fiction, c'est une réalité, on le sait très bien. Alors on pourrait multiplier les situations d'atteinte à ces biens communs, appelons-les comme ça, dont le changement climatique, tout simplement, est l'expression la plus violente. Alors c'est la mère des batailles d'Inzaka, et je trouve que c'est assez vrai, c'est la mère des batailles. Et David Van Reybrouck dit qu'aucune démocratie dans le monde n'a jamais dû faire face à un défi aussi important. Moi, je pense personnellement, mais je voudrais le développer, que les droits humains transforment l'avenir du changement climatique, tout comme le changement climatique transforme l'avenir des droits humains. Voilà où on en est. Alors, une critique majeure que tout le monde entend par rapport aux nombreux textes qui aujourd'hui garantissent les droits humains. Il y en a une multitude, des pactes, des conventions, des déclarations, des chartes. Eh bien, la critique majeure, c'est ce fossé grandissant entre le discours et l'action, entre ce que l'on sait et ce que l'on fait. Alors, dans le domaine du changement climatique, ces tensions entre les objectifs qui sont collectivement adoptés et les politiques réellement mises en œuvre ont mobilisé la société civile. On en a parlé tout à l'heure et je poursuivrai sur ce thème. Ont mobilisé la société civile pour réclamer la justice climatique par l'usage du contentieux. Très développé aux États-Unis, on l'a dit ce matin, Maître Lévy en a parlé. Le Climate Change Public Interest Litigation, c'est tout litige de droit administratif, judiciaire, fédéral, étatique, local, même tribal, qui porte devant les cours et tribunaux des questions d'intérêt général, et c'est ça qui est important, et qui sont liées aux causes et aux effets du changement climatique. Pour le dire encore plus simplement, les citoyennes, les citoyens demandent de comptes
demandent des comptes à l'État, sur leur action, leur inaction à mettre en œuvre ces changements climatiques auxquels ils ont souscrit. Et on peut dire que c'est la globalisation des droits humains fondamentaux, le développement des normes communes, la circulation des concepts juridiques, l'échange des connaissances dans ce domaine qui ont ouvert une fenêtre sur la cause climatique. Le rôle de la société civile, pour moi, est vraiment important parce que c'est vraiment une démarche bottom-up. Parce qu'au fond, c'est la société civile qui est en quelque sorte devenue, comme disent les auteurs, un foyer de la normativité juridique, en appelant les pouvoirs publics et les acteurs non étatiques aussi à leurs responsabilités. Alors bien entendu, je suis bien d'accord avec vous que le droit est revisité. Le droit est profondément revisité à travers le contentieux climatique. À rebours de ce fameux mouvement de la déjudiciarisation, le contentieux climatique se présente comme une manière de revisiter la pertinence et l'utilité de la judiciarisation. Et alors on est devant ce paradoxe, c'est que le droit devient ainsi à la fois l'arme et l'objet de la contestation. Mais utiliser le droit pour contester renvoie à une double affirmation, à la fois de défiance et de reconnaissance à l'égard des autorités. C'est un paradoxe, il ne faut pas le supprimer, il faut l'assumer. Le contentieux climatique, et vous l'avez dit ce matin, je vais le dire avec d'autres mots, mais c'est exactement la même chose. C'est pour ça que j'avais envie vraiment de m'en tenir à ça. Le contentieux climatique fait craquer le moule traditionnel du procès. Il bouscule l'interprétation du droit, ainsi que les divisions qui structurent traditionnellement la pensée et l'habitude des juristes. Par exemple, disons bien classique, la distinction entre le public et le privé, l'individuel et le collectif, le substantiel et le procédural. Alors moi, je vais évoquer d'abord quelques décisions, quelques-unes, puisqu'il y en a 1500, non, vous inquiétez pas, je m'en tiendrai à 3, quelques jugements et arrêts récents, significatifs en Europe, pour m'en tenir à cela, qui apportent de façon que je trouve audacieuse des éléments nouveaux à cette problématique des liens entre droits humains et changement climatique. Et c'est pour ça que certains auteurs parlent maintenant de la fondamentalisation des droits de l'environnement. Tellement il est évident que les droits humains qui créent l'obligation pour les États et les acteurs non étatiques, il faut le dire, parce que c'est à créer, même s'il y a déjà des débuts, de protéger les victimes d'une violation, et ce sont des ressources à mobiliser. Alors, ces trois décisions, mais comme on en a parlé ce matin, je pourrais aller très vite là-dessus, c'est extrait, au fond, d'une certaine manière, de ces grands classiques du droit humain, des droits de l'homme, les obligations positives. Tout le monde sait que les violations des droits humains entraînent des obligations négatives et positives. Eh bien, le fameux arrêt Urgenda aux Pays-Bas en 2019 ou en 2021. Non, 2019, la Cour de cassation, c'est en 2019. C'est évidemment le premier arrêt le plus important parce que c'est la première fois que cette question apparaît de manière aussi nette. Et la Cour suprême va cette fois se fonder expressément sur la Convention européenne des droits de l'homme, et elle décide que le droit à la vie privée et familiale, c'est toujours ces deux dispositions, mais il y en a encore d'autres qui vont arriver, et heureusement, oblige l'État à assurer la protection contre le changement climatique et de réduire, etc., les émissions litigieuses. Et donc, la mise en œuvre de ces obligations positives, c'est un grand classique des droits fondamentaux, d'assurer la protection et des personnes et la protection des personnes, des droits des personnes qui sont exposées, et la Cour va le dire de manière très rigoureuse, et évidemment il faut s'y tenir, un risque sérieux, substantiel, de conséquences graves et prévisibles en raison de l'inaction des pouvoirs publics. Il faut s'en tenir à ces exigences. Ce n'est pas une obligation comme ça générale et floue, non, l'arrêt de la Cour de cassation est très précis à cet égard-là. Et donc l'État doit anticiper, doit prendre des mesures préventives pour éviter des dommages souvent irréversibles. Second arrêt que tout le monde connaît, qui est quand même cet arrêt que je trouve assez extraordinaire de la Cour constitutionnelle allemande. La Cour constitutionnelle allemande qui fait comme toutes les cours le meilleur et le pire. Eh bien ici, à mon humble avis, c'est vraiment le meilleur. C'est une décision lumineuse, 2022. La Cour constitutionnelle est saisie par des jeunes ressortissants allemands, mais aussi des citoyens ou des personnes du Bangladesh, du Népal. Et la Cour va établir ce principe sur lequel on pourrait discuter pendant des heures, de l'équité intergénérationnelle. Et ça, c'est vraiment un concept nouveau. L'équité intergénérationnelle, c'est un concept nouveau en matière de droits de l'homme. Et ils vont développer, établir ce principe par rapport aux efforts qui doivent être déployés pour lutter contre les changements climatiques. Et elle estime que le manque de précision concernant la trajectoire des réductions des émissions de gaz après 2030
Tout simplement, ça décharge, et je cite, de manière irréversible et disproportionnée le poids de cette réduction sur les jeunes et les générations futures. La question du droit des générations futures est quelque chose de tout à fait nouveau. Et ce qui est important, c'est que ça implique maintenant toutes les parties prenantes. La société civile, les juges, les avocats, les scientifiques, les journalistes, les politiques aussi, bien sûr. Et donc, c'est un dialogue qui est à la fois juridique et sociétal. Et c'est ça qui, à mes yeux, est important. Ça concerne toutes les justices et tous les droits. Il y a de la littérature maintenant qui commence à se développer sur ce thème, qui est absolument passionnant. La Belgique, Climat ZAC. Il faut reconnaître que Climat ZAC, 2015, on est en 2024 déjà, 2024, 9000 co-requérants, soutenus par 62 000 signatures, vous l'avez évoqué bien entendu, accompagnés par les cliniques juridiques dans les universités, tant mieux, elles doivent travailler sur ces questions. Alors on a évidemment ce jugement de 2021 du tribunal de première instance qui condamne la Belgique sur base de 1382, 1383, 2, 8 de la Convention et aussi la Constitution. Donc c'est intéressant de voir que c'est toutes les dispositions qui à un moment donné sont mises en œuvre. Et l'arrêt de la Cour d'appel est vraiment pour moi quelque chose de tout à fait, oui j'avoue, historique. Et j'admire les avocats qui ont porté ce dossier, qui l'ont porté jusqu'à son terme. Vous l'avez analysé, donc je n'irai pas plus loin, mais c'est vraiment un arrêt historique. Maintenant, je sais que le gouvernement flamand, Zoualdemir, a introduit un pourvoi en cassation. On verra. On verra. Et puis, alors, les entreprises et les acteurs privés, comme ça, je me rattache quand même un petit peu à notre thème des entreprises. L'entreprise et les acteurs privés, je serai un peu plus longuette là-dessus, si ça ne vous dérange pas, c'est qu'il y a cette fameuse décision emblématique, Maître de Cleuver, vous la connaissez bien, vous l'avez analysée, 17 000 co-plaignants. Il y a toujours un nombre de co-plaignants extrêmement important. 17 000 co-plaignants contre Royal Dutch Shell, le tribunal de district de La Haye, 26 mai 2021. Il ordonne à la société de réduire les émissions globales de carbone pour la fin 2030. Et le tribunal estime que les émissions de gaz à travers le monde sont sous le contrôle de la société mère. Et partant, engage la responsabilité de Shell au regard de 2 et 8, vie privée et vie au terme de la Convention. Vous avez analysé l'analyse qui a été faite. Je vois bien les critiques qui y sont apportées. Maître Lévy, apportez-vous aussi, Maître de Cleuver. Le meilleur commentaire que j'ai lu, si je peux me permettre de le dire, c'est Jean-Marc Gaulier, qui est ici présent. Dans le journal des tribunaux, l'analyse que vous avez faite, un des tout premiers, personne n'avait parlé encore de ça en Belgique, hein, je le dis franchement, parce qu'il y a beaucoup... Eh bien, ce commentaire, pour moi, est vraiment un commentaire... vous expliquez bien que la société doit rendre compte des actions de tous les maillons de la chaîne pour préserver ce bien commun que constitue le climat, et ce qui soulève évidemment la question juridique, mais ça on devra être réglé, j'imagine, à l'appel, de l'extraterritorialité. Les sociétés, les entreprises privées, les multinationales ont un devoir de vigilance, et je vous cite ici, et une responsabilité autonome dans la lutte contre le changement climatique et le maintien de pratiques ou de pratiques climaticides. C'est évidemment une évolution extrêmement significative, extrêmement importante. Ça consacre d'une certaine manière une responsabilité sociétale des entreprises, mais cette fois juridiquement obligatoire. Jean-Pierre, Hartlaub, Stofflo, dont tu as parlé tout à l'heure, ici on est évidemment au cœur de cette question. Plus une société dispose de pouvoir, plus, et je continue à citer Jean-Marc Gaulier parce que c'est vraiment un texte important, plus une société dispose de pouvoir, plus elle doit être vigilante et responsable, sans pouvoir se retrancher derrière la vocation générale de générer des profits. Bon, ce jugement est en appel. L'appel, vous me l'avez dit, Maître de Cleuver, et je suis bien contente de le savoir grâce à vous, il est en appel devant la Cour d'appel. Je crois que toutes les écritures ont été échangées, elle sera plaidée en avril. Donc on sera extrêmement attentif à ce qui va se passer à ce moment-là. De quelle manière ? Mais en attendant, il est quand même exécutoire par provision. Est-ce qu'il est exécuté ? Ça, je n'en sais rien. On demandera à notre collègue. Peut-être que vous le savez. On le saura dans un moment. Alors, ce qui est important, et ça va me remettre de nouveau un tout petit peu sur le thème des entreprises, c'est que le tribunal se fonde sur les fameux principes directeurs et disent que c'est le Leidraad, que c'est le fil conducteur. Le fil conducteur, ce ne sont pas les règles écrites sur le droit de l'environnement, mais ce sont les principes directeurs des Nations Unies. Les fameux principes directeurs des Nations Unies sur les Zorgvuldeksnormen, les normes de vigilance qui sont du droit
du droit soft, évidemment, qui sont du soft law. Et c'est intéressant de voir que ce jugement, on verra ce que ça va donner en appel. Alors, premier petit bilan de ces procès climatiques, une estimation provisoire. 1. L'État doit tenir ses engagements. Je vais être assez simple, mais c'est ça. L'État doit tenir ses engagements. Les juges n'hésitent plus, et je parlerai des juges dans un moment, à imposer à l'État ses propres objectifs climatiques. Que les États ont accepté, c'est ça qui est important. Et le respect des engagements internationaux pourrait devenir, en quelque sorte, je rêve peut-être, mais un nouveau principe général de droit, dont la non-respect engage la responsabilité de l'État. Mais les juges ne peuvent pas s'en tenir non plus à des objectifs tout à fait réalisables ou des objectifs tout à fait théoriques. Les droits humains doivent être concrets et effectifs. On le répète ad nauseam à la Cour des droits de l'homme. Les droits doivent être concrets et effectifs et pas abstraits et théoriques. Donc le défaut pour l'État de tenir cet engagement est une carence fautive qui soutient la reconnaissance du préjudice écologique dont l'État est quand même partiellement responsable. Il a une dimension transnationale par nature, bien entendu, et l'État est tenu à une obligation de prévention ou de réparation. Évidemment que les mesures relèvent du choix politique, évidemment qu'elles ne relèvent pas des juges, ça c'est une évidence, mais les juges doivent contrôler l'action ou l'inaction de l'État, et non seulement par rapport aux trajectoires de réduction dans le passé, mais aussi dans l'avenir. Deuxième bilan provisoire, 2 et 8, on a toujours dit on ne parle que de ça, et bien maintenant, ces bases légales vont évoluer. Les injustices climatiques, il faut bien savoir, elles frappent plus durement les personnes en situation de précarité, de vulnérabilité, les personnes en situation de handicap, les jeunes, les personnes âgées, les femmes, et certains disent même que le contentieux climatique pourrait être un outil pour organiser ou pour mettre en place, promouvoir l'égalité des genres. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Troisième petit bilan provisoire. Au-delà des chiffres et des statistiques dont on nous abreuve, les droits humains dans le domaine climatique, j'ai envie de dire, donnent un visage à la menace climatique. Donnent un visage à la menace climatique. Et les procès climatiques ne peuvent plus, à mon avis, aujourd'hui être considérés comme des actions symboliques. Ce sont des leviers puissants, même si évidemment aucune juridiction ne pourra à elle seule trouver une solution du problème. Ça c'est clair, il ne faut pas non plus venir avec des slogans. Alors, il y a bien sûr des objections. Il y a bien sûr des objections, et ça, les objections, on les verra. Mais la première objection, elles sont multiples et on peut les développer. Le lien de causalité, la responsabilité des différents acteurs, mais peut-être que les objections les plus fondamentales résident dans ces distinctions entre la politique et entre droit et politique. Je crois que c'est là qu'est l'objection peut-être la plus forte. Et donc, dans la pertinence, la légitimité, on l'a évoqué, Maître Lévy l'a écouté ce matin, avec le jugement ou l'arrêt, je ne sais pas, anglais, de juillet 2023, la légitimité du rôle des juges dans le changement climatique. Quelle est notre légitimité ? Et donc, à travers cette critique qui paraît un peu neutre, c'est la non-justiciabilité des droits de l'environnement qui est en cause. Et donc, c'est le principe de la séparation des pouvoirs et donc le spectre du gouvernement des juges. Non, moi on pourrait répondre de manière beaucoup plus élaborée que ce que je fais ici. C'est pas une question de gouvernement des juges, ce n'est pas une question, et je vais lire l'arrêt anglais que j'ai pas lu et que je ne connaissais pas, donc je le dis franchement. Non, les juges, qu'est-ce qu'ils sont ? Ils sont les gardiens des promesses, et les gardiens des promesses du respect des engagements internationaux auxquels les États se sont engagés. C'est ça le point crucial. Ce ne sont pas des choses que les juges inventent, et dans les démocratie constitutionnelle, les juges n'ont pas à poursuivre un agenda politique, mais ils doivent sauvegarder en toute indépendance et impartialité les droits fondamentaux qui sont reconnus par les États dans des textes internationaux et européens auxquels ils ont adhéré et qui sont concernés par le changement climatique. Et puis, pardonnez-moi de le dire aussi, mais lorsque le politique ne peut plus prendre ses responsabilités, lorsque le pouvoir législatif et l'exécutif ne veulent ou ne veulent pas ou ne peuvent pas intervenir, eh bien, je crois que les juges doivent assumer leurs responsabilités. Je ferme la parenthèse. Un dernier petit mot sur la Convention européenne des droits de l'homme. Ouf, je dois m'arrêter. Un petit mot sur le... Non, mais même en ayant déjà coupé la moitié, il me reste encore trop. Non, c'est dramatique, cette affaire. La Convention sur la scène européenne, la Convention européenne des droits de l'homme, oui, pour l'instant, au moment où on parle, il délibère. Peut-être, les chers collègues, il y a beaucoup d'affaires pendantes, mais il y en a 2 significatives. L'affaire des enfants portugais. Et l'autre affaire, ce sont les femmes, les aînés
pour le climat ensuite. Donc c'est les enfants et ce sont les femmes âgées qui interviennent. Une affaire contre la Suisse, une affaire contre les 31 pays qui ont adhéré aux accords de Paris. Alors c'est évident que ces affaires, on va voir ce que la Cour va dire, on va voir ce que la Cour va faire, parce qu'elle n'avait pas eu jusqu'à présent, au fond, une vraie jurisprudence sur la question du contentieux climatique. On n'avait pas une vraie jurisprudence là-dessus, même s'il y a quand même pas mal de choses sur les relations entre droit humain et environnement. Il y a beaucoup de littérature là-dessus, mais pas précisément sur la justice environnementale. Moi, je crois qu'elle pourrait se développer, ici c'est un peu de la jurisprudence fiction, parce qu'il y a des acquis dans la jurisprudence de la Cour, et puis en même temps des difficultés. Mais les acquis, je vais en citer un, j'abandonne parce que le temps passe trop vite. Un des acquis, vous l'avez évoqué, c'est pour ça que je le prends ici, c'est qu'on sait très bien que la Cour est souvent attentive à ce qu'on appelle des obligations procédurales. Les obligations procédurales, c'est que lorsqu'il y a un droit substantiel qui est garanti, eh bien, il peut être mis en œuvre par des obligations de procédure. Eh bien, en l'espèce, il y a ce qui se met en place devant la Cour, ce qu'on pourrait appeler une démocratie environnementale. Et lorsque vous évoquez, Madame, tout à l'heure, la Convention d'Aarhus sur le droit de participation, ou idem dans la convention, l'autre convention suivante de 2018, mais il s'attache au droit à l'information, au droit à la participation, au processus de décision. Maintenant, il y a des difficultés, évidemment, et des obstacles, et c'est pour ça que les arrêts de la Cour qui vont arriver bientôt, parce qu'à mon avis, les deux affaires vont faire l'objet d'une décision non pas commune, mais en tout cas au même moment. Il y a des difficultés, ça va de soi. Et les difficultés, c'est d'abord l'accès aux juges. Vous avez évoqué la question de l'accès aux juges, qui est évidemment extrêmement importante dans cette matière. Il faudra évidemment que la Cour modifie d'une certaine manière l'article 34 de la Convention qui concerne le fait que l'on soit victime d'une violation alléguée personnellement. Or, on sait que les associations jouent un rôle capital dans ce domaine-là. Et alors, si on gratte un peu la jurisprudence de la Cour, on voit un arrêt contre la France. Tiens, Maître Lévy est toujours là. 2021, le droit d'accès à un tribunal, et ça concerne précisément l'environnement. Et alors, le gouvernement français ne disait rien. Il ne disait pas du tout que ce grief n'était pas recevable. Tiens. Et puis, la Cour dit, je trouve quand même nécessaire de l'examiner d'office, de savoir si le fait que l'association pouvait se présenter. Donc, même si l'avocat n'en fait rien, la Cour est là pour dire qu'il fallait le faire. Et puis, elle dit ceci. Il est nécessaire de l'examiner d'office, et elle conclut, il faut être en phase avec la réalité de la société civile actuelle dans laquelle les associations jouent un rôle important et d'appliquer avec souplesse les conditions, les critères de recevabilité de l'article 6. Alors si ça, c'est pas une révolution, parce qu'on est devant un dogme là. Donc des révolutions sont possibles. L'épuisement des voies de recours internes est aussi une question qui faudrait être réglée. Le caractère de l'extraterritorialité. Beaucoup craignent évidemment que si on accepte la juridiction dans ce domaine-là, eh bien, on va étendre ce fameux monstre du Loch Ness qui est la question de l'extraterritorialité. Et la question de l'extraterritorialité, c'est-à-dire que, oui, et il y a eu d'autres arrêts qui vont tout à fait dans l'autre sens et qui disent attention, il ne faut pas développer ça de manière excessive. Moi, je crois qu'ici, ce qu'il faut vraiment introduire, c'est que d'avoir trouvé des appuis dans d'autres juridictions internationales, ce qui existe, la Cour interaméricaine, et il y en a, et dans des comités onusiens, où effectivement, ici, prévenir les dommages du changement climatique, qui est extraterritorial par nature, trouve son fondement dans les engagements internationaux des États en cause. C'est ça qui est le cœur de l'affaire. De répondre à ces engagements. Vous allez dire que c'est simple comme tout, mais c'est ça qu'il faut dire. La question l'autre question, c'est la génération future. La Cour n'a encore rien dit là-dessus, donc il y a quelque chose à créer. Ce n'est pas si facile. C'est facile ici de parler des générations futures, mais comment, de quelle manière, comment introduire là le lien de causalité. Enfin, il y a toute une série de petites thèmes, de petites questions là qui sont importants. Voilà, je vais vite m'arrêter pour dire, oui, il faudra un changement de paradigme. À un moment donné, il faut l'accepter, il faut des changements de paradigme. Il faut plus simplement ajuster les droits humains à l'environnement. Il faut véritablement reprendre le problème de manière beaucoup plus fondamentale, beaucoup plus radicale, c'est-à-dire à la racine. Par la justice climatique, l'humanité est solidaire dans la prise de conscience de la vulnérabilité de la planète. Et l'universalité des droits humains, à mon sens, devient vraiment un fait du monde. Alors j'ai juste envie de terminer par ça. Je crois qu'on est tous profondément attachés à la Convention européenne des droits de l'homme. Mais si on l'examine dans le temps long de l'histoire, on voit bien que les plus belles pages de la Convention ont toujours, ou souvent en tout cas, été écrites en marge. Eh bien, je crois que c'est le moment de le faire aussi. Voilà, merci beaucoup.
Chers collègues, chers avocats, la tâche qui m'est attribuée par mon ami Xavier Dieu et qui fera en sorte que Louis, sans doute, devra synthétiser davantage ce qu'il allait dire, est lourde. Elle est lourde dans la mesure où le colloque a été tellement riche qu'il n'est pas simple de le synthétiser. Le synthéticisme que je pratiquerai sera donc opportuniste. C'est une journée de isme, donc je poursuis le défaut. Je commence par la science. La science est un baromètre et nous, la plupart d'entre nous en tout cas, des sciences humaines, nous avons un respect hors pair pour les sciences exactes. Si eux nous disent qu'il y a un problème climatique, nous ne pouvons que l'accepter. C'est un dogme. Et donc je le fais avec beaucoup de modestie, en même temps en me disant zut, j'aimerais mieux comprendre. 6 des 9, j'ai bien écouté, j'aimerais mieux comprendre, j'aimerais aussi comprendre certaines choses. Par exemple, récemment, il y a eu un grand climatologue, un certain monsieur Nisbet, qui a pensé que peut-être il y a beaucoup plus de méthane dans l'atmosphère que nos expulsions peuvent expliquer, nos expulsions humaines. Quand on le lit, on dit oui. En tout état de cause, nous devons tout faire pour limiter nos propres expulsions. Et donc, je suis tout à fait d'accord qu'il faut y aller. J'ai entendu parler de Oppenheimer et d'Einstein, et donc nous savons tous qu'on peut faire 2 sortes de types de choses avec la science. La science n'est pas vraiment neutre. Elle devrait l'être, mais elle ne l'est pas toujours. Vous avez vu le film sans doute, et vous l'avez senti comme moi. La science, elle emporte, et c'est par ailleurs le sujet de votre classe de l'Académie, je crois, la technologie. Johnson, en 1965, le président, un des plus célèbres qui n'a pas été réélu, c'est la raison, les bons ne sont pas réélus. Johnson était un des meilleurs, et qu'est-ce qu'il disait en 65? Il disait « La technologie a créé le problème. Elle doit le résoudre. » Évidemment, c'est une déresponsabilisation politique, mais c'est évident que c'est ça qui est en train de se faire. La technologie va résoudre le problème qu'elle a elle-même créé. Et nous devons tout faire pour qu'elle puisse le faire. Nous ne savons pas le faire nous-mêmes. Nous pouvons seulement produire les règles, promulguer les réglementations, appliquer en tant que juge les règles édictées, etc. Ce matin, Madame Kadri nous a dit, écoutez, « The progress of mankind will come from science ». Longtemps, j'ai cru que nous pouvions nous améliorer nous-mêmes et que l'être humain avait vocation à devenir toujours mieux. Je suis un peu théardiste, théard de jardin. Mais tout ce que je vois aujourd'hui en vieillissant n'est pas de nature à me le faire penser. Et donc, nécessairement, nous dépendrons dans une large mesure, je m'excuse pour ce pessimisme, de la science. Est-ce que la technologie a seulement créé le problème? Mais non. L'année capitale de ma petite histoire est 1973. En 1973, nous avons fait des grosses bêtises, des terribles bêtises. Et vous direz, le pétrole, peut-être, oui. Nous avons cherché le pétrole dans la mer parce que les Arabes ne voulaient plus nous le fournir. Mais ce n'est pas ça que je voulais dire. C'est le gold standard, l'étalon d'or que nous avons abrogé en 1973. Vous direz quoi? Pourquoi pas? Il y a eu, à partir de ce moment, de l'argent dans le monde. Il n'y a que de l'argent. Il n'y a que de l'argent. Et donc, vous le recevez à 1%, à 2%. Mes enfants disent, oh là 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 là, l'intérêt est à 2%. Ah oui, il était à 13 quand moi j'étais jeune. Il est à 2%. L'excess credit, Hayek l'a dit. C'est un bon quand même. Hayek l'a dit. L'excess credit est une des grandes causes de nos problèmes. Nous avons eu une croissance de par la technologie, de par la communication, de par l'infrastructure, mais aussi de par la technologie financière qui est excessive.
Est-ce que j'en ai été heureux? J'en étais fort heureux. Mais si on voit, Keynes le disait, dans les années 30, le standard de vie sera au décuple de ce qu'il est aujourd'hui. Il est plus qu'au décuple. Nous ne savons pas quelle est notre richesse et comment nous sommes gâtés. C'est bien. Évidemment, ça coûte. Et ça coûte en termes d'environnement, de climatologie. La surpopulation est une autre raison qu'il ne faut pas dissimuler. Le professeur de Duve, prix Nobel médecine biologie, a dit nous sommes, vous parliez de changement de paradigme, Madame Tulkens, il faut que les peuples du monde cèdent au lieu de lutter l'un contre l'autre, sinon on ne va pas survivre. Et donc ça c'est tout à fait nouveau. Nous pensions qu'en tuant l'autre, nous serons en mesure de survivre nous-mêmes. Maintenant, c'est l'inverse. C'est un paradigme qui est très compliqué à vivre pour nous, surtout quand nous regardons les guerres qui se jouent autour de nous. Il y a toujours eu des guerres, mais c'est quand même important de le dire. Armand de Kleuver a dit « We have a collective problem, we need collective solutions ». C'est vrai. C'est vrai, notre rationalité individuelle est parfaite. Nous sommes tous opportunistes, c'est très rationnel. C'est au niveau collectif que nous sommes irrationnels, sauf si l'État, si les États, si tous les États, si le monde international nous aident et nous montrent la voie à suivre. Sinon, chacun va pour soi. Le nombre d'agriculteurs que je rencontre dans mon petit village, près de Louvain, qui me disent « Mais monsieur le ministre, on ne sait quand même pas résoudre, nous, ce petit pays, le problème climatologique. Nous sommes trop petits. » C'est évident. Comment convaincre toutes ces petites entreprises, tous ces petits citoyens de faire le nécessaire? C'est facile pour moi de dire « Moi, je roule en voiture électrique. » C'est assez facile. Mais comment le faire quand on a 85, on roule avec une vieille voiture et on veut entrer la ville d'Anvers? « Ah, vous ne pouvez pas entrer, monsieur. C'est pas possible. Vous êtes trop pauvre pour avoir une voiture qui peut rouler en ville. » C'est ça, hein, toutes les règles. C'est intéressant, hein, comme leçon. J'avais une fille qui avait hérité la voiture de sa grand-mère. Ah, elle a durement payé. Heureusement, je pouvais dire, c'est de vivre, c'est lui, c'est la NVA, c'est pas moi. Ah, voilà. Nous sommes trop tard. Nous sommes toujours trop tard. Nous sommes des mauvais étudiants. Nous sommes... les droits de l'homme, on dit les droits humains maintenant. Nous sommes des hommes, pas des femmes, nous sommes des hommes qui toujours étudient leur matière juste avant le week-end pour le lundi passer l'examen et pour tout oublier tout de suite par après. C'est ça la société at large. Nous ne pouvons pas dire « Ah, les hommes politiques, vous pouvez le dire, vous pouvez le dire. Vous l'avez fait avec beaucoup de justesse et beaucoup de justice aussi. » Mais les hommes politiques sont comme les êtres humains dans la rue, qui sommes comme tout le monde, hein. Toujours trop tard. Le revolver, Friedman. On a besoin du revolver. Madame Kadri disait ce matin, il nous faut un level playing field. Ah oui. Ah oui. L'Europe a besoin d'un level playing field. C'est intéressant. L'Europe s'occupe de soi-même, hein, ou d'elle-même. Elle n'a pas besoin des autres, elle n'a plus d'armée, elle n'a plus rien, elle consomme. Ah, c'est intéressant. Mais pour avoir une relation équilibrée avec la Chine, avec la Russie, avec le Global South, il faut travailler, hein. Et pour avoir un level playing field avec tout le monde, il faut prendre le lead dans le monde. Pas seulement en disant à Orban qu'on a besoin d'un état de droit en Hongrie, certainement. Mais ce n'est pas la leçon qu'il faut faire à la Chine, hein. Ils existent plus longtemps que nous, hein. Ils sont en moyens aussi intelligents que nous, seulement beaucoup plus nombreux. Donc pour créer un level playing field dans le monde, ça demande une énergie hors pair. Et c'est intéressant de tenir des colloques sur le CSDD, c'est très intéressant par ailleurs, hein. Mais c'est à un autre niveau que le jeu se joue. C'est ça que Mme Kadri nous a dit. Il faut les mêmes règles partout. Ces règles doivent être simples partout. Évidemment,
on ne peut pas avoir les mêmes règles en Afrique qu'en Europe. Hein. Il y a 750 000 personnes qui décèdent encore chaque année en Afrique du sida. Hein. Ce n'est pas notre cas. Il n'y en a aucune. Ce sont des mondes différents. La pauvreté est différente, donc le level playing field, c'est un peu facile, c'est un peu court. Mais en tout état de cause, il faut presque un gouvernement mondial, et c'est ça que les accords de Kyoto, jusqu'à Paris, jusqu'à Abu Dhabi, essayent de faire. Ça peut, de temps à autre, ressembler un peu à un cirque, c'est vrai, certainement quand il y a 5 ministres du climat de la Belgique, mais en tout état de cause, ces gens essayent de faire du bien. Et ils nous donnent des buts à atteindre qui guident un peu plus les pays. Maintenant, la question est évidemment, comment fait-on ? C'est très intéressant, cette question, elle est très compliquée, parce que les buts à atteindre, finalement, ne sont pas faits comme des obligations de résultat. J'entends dire, c'est normal que les juges sanctionnent ces règles, l'état de droit veut que l'État soit tenu par ses propres règles et soit sanctionné si elle ne les suit pas. C'est évident, s'il ne les suit pas, c'est évident, tout à fait d'accord. En même temps, quand moi je vois ces buts à atteindre, je connais ça, on fait des plans pour l'année 2020 et on oublie le plan en 2018. On dit on va changer le plan et on change le but à atteindre. Je connais les buts à atteindre budgétaires dans le cadre de l'Union européenne, en tant que ministre des Finances. Ça change tous les années, les pattes budgétaires. Mais en même temps, il y avait une sanction au niveau européen et une amende, l'Excessive Deficit Procedure. Les amendes doivent venir des instances internationales. Ce sont eux qui doivent faire en sorte que les buts à atteindre soient respectés. Parce que c'est à ce niveau-là que les règles dans les traités internationaux sont fixées. C'est ça qu'on fait avec les budgets. Et pourquoi pas ? Parce que ça ferait mal. Ça donnerait moins de travail aux juristes, c'est vrai, aux activistes, peut-être. Mais c'est là qu'on montre que c'est sérieux. Parce que, comme on m'a dit tout à l'heure, les astreintes, Maître Lévy, ah oui, the proof of the pudding est dans les astreintes. C'est intéressant de faire un jugement. Moi j'ai connu un magistrat à la Cour de cassation qui me disait toujours « Le droit commence seulement quand la Cour de cassation s'est prononcée sur une règle, monsieur le ministre, que vous avez fait voter par le Parlement. » Eh bien, le jugement ne commence qu'au moment où les astreintes doivent être liquidées. Je m'excuse. Le symbolique est très important, mais le plus important, c'est que l'amende soit payée. C'est seulement à ce moment-là qu'on a une force de frappe. Et c'est pour ça que je dis que l'Union européenne devrait faire en sorte, par exemple, ou au niveau des traités de Kyoto, que des amendes soient payées et des amendes importantes, plus que symboliques, de plusieurs milliards ou de plusieurs dizaines de milliards. J'ai entendu plaider pour des règles concrètes par Armian, par Maître Lévy, qui nous disent « Écoutez, vous devez faire ceci ». Pas une obligation de moyens, vous devez faire exactement ce devoir de vigilance, c'est intéressant, mais ce n'est pas comme ça que ça se joue. Et des règles simples, disait Mme Kadri. Eh bien, c'est ça qu'on doit faire, à un niveau où c'est pertinent. Pour les grandes entreprises, d'abord, comment voulez-vous que des petits agriculteurs qui vivent avec leur famille depuis 4 générations respectent ces règles qui leur sont imposées par un législateur à Bruxelles. Je ne défends personne ici. Respecte ces règles si au niveau international, on ne fait pas en sorte que partout, les mêmes règles soient respectées où c'est pertinent. Et que donc ces règles soient concrètes, oui, de comportement, des normes techniques et des interdictions très concrètes. Les permis, c'est évident, viennent trop tard. Mais pas seulement pour les grandes entreprises, aussi pour les petits maîtres d'ouvrage. The demand should be stimulated. Très intéressant. Elle est stimulée. Le ministre des Finances ne fait que stimuler l'achat de voitures électroniques dans notre pays. On voit la différence. On fait de son mieux. Mais pas tout le monde sait acheter une voiture électronique. Pas tout le monde sait installer des panneaux solaires, même s'il y a des incentives, même s'il y a des subsides. 3. Qui veille à la surveillance de ces règles ? Le juge.
Madame Tulkens, je ne sais pas si vous allez être très heureux de ce que je vais dire, donc je vous avertis. Le juge, c'est intéressant, le juge. Si le juge, comme j'entends Maître Lévy, a des règles concrètes qu'il veut faire appliquer et qu'il veut faire respecter, ça va. Mais si le juge doit sanctionner des devoirs de vigilance, des buts à atteindre qui ne sont peut-être pas vraiment des obligations de résultat ou pas très bien définies, c'est parce qu'il remplace. C'est Chattanham Rules ici, Madame Tulkens ne l'a pas dit, mais c'est parce qu'il remplace un législateur paresseux. Hein? C'est ça que j'ai entendu. Une Union européenne paresseuse. C'est vrai. Mais, je vous ai entendu parler de l'article 34. Dans mon temps, j'ai, en effet, chers collègues, essayé de faire exécuter l'arrêt de la Cour de cassation concernant l'article 17 du Code judiciaire pour que l'intérêt à agir soit assoupli. Mais c'est une boutade. J'ai entendu parler du procès interactif de l'amicus curiae, mais si l'intérêt à agir et si le dommage personnel et l'intérêt lésé au niveau de la justiciabilité deviennent tellement flexibles, le jour où le juge dit « je vais prendre l'affaire parce qu'elle m'intéresse », n'est pas loin. Et j'ai réfléchi sur la légitimité parce que j'aime la Cour européenne des droits de l'homme. C'est la base de notre civilisation. Et c'est important qu'elle reste où elle est et qu'elle fasse ce qu'elle doit faire. Mais en même temps, évidemment, de temps à autre, on a l'impression que ça pourrait mener à l'arbitraire si on ne fait pas attention. Et donc, l'idée, mais Mme Ferrer a dû partir, j'ai lu son bouquin sur comment gouverner le capitalisme et le bicaméralisme, est-ce que finalement, Mme Tulkens, votre cour n'est pas en train de devenir le Sénat de l'Europe? Vous êtes 47, vous avez un représentant de chaque pays, pardon, la Russie n'y est plus, vous êtes 46 représentants des pays, élus indirectement, et vous appliquez un traité immuable de 1950. Si demain on veut changer le traité, c'est foutu quoi. Hein, peut-être l'article 35, mais je doute. C'est immuable, mais vous l'interprétez, vous l'appliquez, vous le faites avancer, comme un législateur le ferait. Est-ce que finalement, c'est pas ça? C'est pas ça que vous êtes. Et n'est-ce pas bien, en quelque sorte? Parce que nous n'en sommes pas capables. Les pays de l'Europe ne sont plus capables de changer leur traité des droits de l'homme. Comme il y a de Chattanham Rules, je n'ai jamais dit ce que j'ai dit. Quand on parle de la recevabilité, de la justiciabilité, il faut aussi parler des dommages et intérêts. C'est davantage compliqué. C'est pour ça que je parlais des astreintes. Comment est-ce qu'on sanctionne tout ça? Par rapport à une entreprise spécifique, comme Shell, hein, nous avons eu le colloque de la FEB sur la chose et de la revue de droit commercial. C'est une inégalité claire. Il n'y a aucun législateur qui saurait se permettre de seulement faire des règles pour Shell. Il faut quand même être réaliste. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Non pas que moi je suis tellement jaloux des prérogatives des législateurs ou de l'exécutif, hein, loin de là. C'est pas ça. Mais c'est étrange. C'est le moins qu'on puisse dire. Je partage, comme toujours dans les affaires importantes à la vie, l'analyse de Xavier Dieu. Il nous faut pas un contrôle jurisprudentiel, il nous faut un contrôle prudentiel. Il nous faut des administrative agencies. Nous sommes ici en train de dire, avec quand même un certain drame, que le monde est en train de disparaître. Nous avons mis en place une banque centrale européenne. Nous étions quand même jaloux de notre souveraineté, là, hein, vous vous en souvenez, c'était pas du tout évident, qui règle le monde financier.
Nous avons une EVESEMA, nous avons un ESMA au niveau européen, qui sans doute va devenir un ESMA pour les grandes entreprises d'ici 10 ans. Je ne l'ai pas dit. Mais il faut faire la même chose pour le climatique. On peut édicter... J'ai essayé de lire, il y avait un colloque à Nimègue, Armiane s'en souvient, j'ai essayé de lire toutes ces directives, parce qu'en tant que ministre, je n'avais pas le temps, et donc finalement, je dis, je dois m'y remettre, étant émérite, je dois m'y remettre. Ouh, ça m'a pris la moitié de mon ordinateur, de sa capacité. C'est impossible de comprendre. C'est impossible, c'est beaucoup plus facile de lire un jugement sur l'affaire Shell que pour lire ces directives. Alors, le plus important, c'est évidemment l'article 15, l'article 22, l'article 25. C'est là que le jeu se joue du lobbying. Hein. Il n'y a plus de responsabilité en matière de climatologie. Nous sommes tous très heureux. Hein. Mais c'est là le travail d'un administrative agency. C'est là le travail d'un contrôle prudentiel. Chaque année, il faut faire des rapports. Chaque 6 mois, il faut faire des audits. Les entreprises suivront, hein, messieurs, dames, sans problème. Hein. Ils le feront, et les consultants, certainement. Et les avocats aussi. Tout le monde fera de son mieux pour suivre ces règles administratives. Et là, on met le poids où il doit être, au niveau de l'Union européenne, au niveau du législateur européen et au niveau d'un administrative agency européen. J'en arrive au 4e point, c'était pour Madame Ferreras, mais vous lui direz, parce que j'ai beaucoup aimé son livre et son idéalisme, qui sont tout à fait naturels et intuitif, et bien raisonné. Elle a trop vite raison. Elle a parlé du couple Meadows. Le couple Meadows, en 1972, avait moins que mon âge. Monsieur Meadows avait 31, Madame Meadows avait 32. Ensemble, ils avaient 64. Personne ne voulait faire cette étude que le Club de Rome avait commandée. Ce n'était pas intéressant pour les grands scientifiques. On a pris 2 jeunes, il y avait un 3e, Randers, il avait 26. Eux ont fait le rapport du Club de Rome, à eux 3. Le rapport emporte les traces, non pas que je lui connais quelque chose, mais c'était un jet par l'avenir, mais ce n'est pas M. Tim Bergen qui l'a écrit. Hein. Ce sont des personnes de très jeunes qui l'ont écrit. Ils avaient raison trop tôt, parce qu'ils l'ont fait en 71, 72, la crise pétrolière est seulement venue en 73. C'est par hasard que c'est à cette époque-là. Je me suis senti très malheureux quand Mme Ferrars disait « tous ces nains dans le monde politique, si on ne fait pas attention et l'entreprise ne devient pas démocratique, ça sera bientôt fini. » Elle n'a peut-être pas tort. Elle n'a peut-être pas tort. C'est un autre colloque, et si vous me permettez, mais alors que Xavier va conclure, je reviendrai. Mais pour tout vous dire, M. Hansen a expliqué quelque chose dans son papier, je ne me souviens pas s'il a dit. Il a dit, écoutez, nous avons 4 casques. Nous sommes salariés, nous sommes citoyens, nous sommes consommateurs et nous sommes épargnants. Tout cela réuni, c'est M. Erali qui a écrit, je crois, tout cela réuni dans une seule personne. À l'époque, on était syndicaliste, on était employeur, mais personne n'était citoyen. Peut-être en 1789, mais ça n'a pas duré longtemps. Hein. Donc, pour vous dire, ce mélange de capacités dans une seule personne, c'est impossible à gérer pour le monde politique. Je ne dis pas qu'on le fait bien, mais tous ces gens ont des préoccupations différentes par rapport à chaque sujet en fonction de la capacité qu'ils choisissent. C'est facile, hein? Mais donc pour trouver une cohésion dans une société qui veut se rallier à une majorité raisonnable, ce n'est pas facile. Et donc si l'entreprise démocratisée dans 40 ans, quand Mme Ferreras, qui n'a pas 30, ça je sais, mais quand elle aura l'âge des Meadows aujourd'hui, qui ont pris des grands prix, hein, qui ont obtenu des grands prix,
peut-être cette entreprise sera démocratique comme elle le veut. Le droit des sociétés devra changer. Le veto du Sénat qu'elle propose n'est pas évident parce qu'un veto dans le monde politique, ça veut dire que le budget éclate et qu'on ne sait pas dire à l'Europe « ça va très bien, Madame la Marquise », parce que ça ne va pas bien du tout. Hein. Le PS ou le CDNV bloquent et rien ne marche. Mais c'est une idée que j'ai beaucoup aimée. Pour les entreprises, et alors je termine, je le promets, pour les entreprises, le grand problème, c'est qu'ils sont trop grandes. Déjà, au début du XIXe siècle, au XVIIIe siècle, avec les compagnies sur les Indes, les législateurs de l'époque, les hommes politiques avaient compris qu'on avait besoin de concessions. Là aussi, Xavier a écrit ce que je pense. Je l'ai écrit autrement et ailleurs, mais c'est la même chose. Les concessions étaient utiles parce qu'on disait à une entreprise ce qu'elle devait faire. Aux Pays-Bas, elle doit encore être autorisée par le ministre de la Justice ou par le greffe, peu importe. Chez nous, plus du tout. Mais ces grandes entreprises multinationales sont trop grandes pour un petit État comme la Belgique. Souvenez-vous de la crise bancaire. Ils étaient too big to fail. Mais le pays était too small pour les sauver. Et donc, si on veut un level playing field avec ces grandes entreprises pour les contrôler au niveau prudentiel, jurisprudentiel et au niveau législatif, il faut monter une ou deux échelles au moins. L'extraterritorialité, le jugement Shell, tout ce qu'on veut, ça ne va pas parce qu'on a devant soi. On a encore jugé les 2 cas de terrorisme à Paris et à Bruxelles, et c'était les mêmes terroristes. Il faut en terminer. Un jour. Je vais terminer, j'ai été ravi de pouvoir vous écouter tous, c'était extrêmement intéressant. Je retiens surtout 3 choses. L'intergénérationnel, nous devons faire mieux pour nos enfants. J'ai entendu dire par Madame Kadri, nos enfants vont faire mieux, et j'en suis convaincu. Et j'entends toujours M. de Duve dire à la radio RTBF, le péché hérédétique, originel, il faut changer de paradigme. Ça demandera beaucoup d'amour et beaucoup de profit. Je vous remercie. Bien, rassurez-vous, je vais être extrêmement bref. Je ne pense pas qu'il y ait grand-chose nécessaire à ajouter à tout ce qui a été dit aux conclusions qui viennent d'être provisoirement tirées avec le brio qu'on lui connaît par mon ami Koen Geens. Peut-être 2 réflexions tout à fait générales. On ne va pas faire de droit, il est trop tard ce matin. La première, elle est de nature peut-être politique. Je crois qu'on a besoin d'efficacité. Et quand on a besoin d'efficacité, on a besoin de consensus. Et donc, on doit éviter la récupération politique et les agendas cachés. Et je pense qu'on va lutter efficacement contre le dérèglement climatique si on évite d'imputer ce problème à une tendance politique plutôt qu'à l'autre. Si on évite de l'imputer au libéralisme économique et au capitalisme, comme on le dit de manière un peu péjorative, en ne sachant pas trop bien si dans d'autres régions du monde, d'autres systèmes font mieux et sont capables de faire mieux. Donc, dépolitiser la problématique. Deuxièmement, c'est une question d'éthique, de morale sociale. Et quand on parle d'éthique et de morale sociale, ma conviction est qu'on ne règle pas la question par la coercition. Que le droit est nécessaire, mais que c'est l'ultime solution quand tous les autres ont échoué. C'est donc pour moi, et je crois que je rejoins le message qui a été dispensé par plusieurs orateurs, d'abord un problème d'éducation et de culture. L'efficacité doit être aussi durable, et cette durabilité postule de la culture et de l'éducation. Nous avons oscillé entre le pessimisme et l'optimisme, et je voudrais peut-être terminer par ce mot de Cioran, qui, rassurez-vous, n'est pas mon auteur préféré.
Il a écrit un livre de l'inconvénient d'être né. Il a écrit aussi quelques aphorismes intéressants, dont celui-ci: la vie est un intervalle de temps entre la naissance et la mort. Je pense que nous l'avons occupé ce matin avec beaucoup de richesse, grâce à tous les orateurs, qu'ils en soient chaleureusement remerciés. Je vous remercie aussi de votre attention et de votre patience. À très bientôt. Ceci n'est pas une troisième conclusion, mais une communication de service pour les invités de notre bâtonnier à la rentrée qui participent au déjeuner. Nous avons prévu pour vous un bus qui rejoindra le Palais de Justice. Rendez-vous à la sortie du côté du Palais Royal. Je vous y accompagnerai, donc retenez mon visage.